Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos dans lesquelles je vous expose, je vous présente mon quotidien en tant que pharmacien titulaire, pharmacien au sein de la pharmacie du Manoir à Isnoville, mais également je te parle de mes interactions avec mes collègues et associés dans nos différentes pharmacies satellites, les Emmirés, les Deux de Pavilly, avec mes collègues également du groupe des Avengers avec lesquels nous travaillons de concert sur certains items, sur certains fournisseurs, les génériques, les grossistes répartiteurs et certains labos dans le cadre de différentes rétrocessions. Bref, dans ces vidéos, je te parle de mon quotidien, de mes problématiques, je t'évoque également quelques solutions que j'ai pu trouver, également ma manière de fonctionner, le but, échanger, partager, nous faire progresser dans notre communauté de pharmaciens adjoints titulaires dans l'ensemble de vos équipes pharmaceutiques. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine du 24 au 30 novembre? Alors, à titre personnel, pour moi, c'est la dernière semaine avant la Saint-Élion, donc c'est une semaine sur laquelle je vais être factuellement amené à faire beaucoup moins de sport. Et donc du coup, ça m'amène également à faire pas mal de choses sur mes périodes un peu plus off, on va dire dénuées d'activités sportives. Et finalement, quand on est entrepreneur, on trouve toujours pas mal de petites choses à faire. Tu vas le voir durant cette semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lundi? Alors lundi, comme d'habitude, j'essaye d'arriver pas trop tard. Le but, c'est de voir un petit peu comment s'est passé le week-end, de réceptionner les commandes, notamment au niveau de l'automate, faire quelques adaptations, vérifier l'état des stocks, l'état des ruptures, l'état des retours également de produits, faire un peu le point avec mes collègues sur ce qui s'est passé durant le week-end, les problématiques des ordonnances, éventuellement les appels à passer dans cette journée du lundi, des appels qui n'ont pu être réalisés parce que professionnels de santé absents ou patients qui n'ont pas répondu ou délégués commerciaux ou fournisseurs qui n'ont pas pu répondre parce qu'on était samedi après-midi. Bref, on fait le point, on prend le temps. Du comptoir, bien évidemment, comme d'habitude, un petit pointage également au niveau de notre politique vaccinale, qu'elle soit au niveau de la grippe ou au niveau du Covid. Et puis à 10h30, on avait un rendez-vous chez le notaire, qui est notre voisin pour le coup, et avec mon amie également Caroline, qui est également notaire et qui me suit aussi bien dans mes projets personnels que dans mes projets professionnels. Le but, si tu suis ces vidéos, c'était de concrétiser le compromis de cession d'une maison qui se situe derrière la pharmacie. Quel est le but de cette maison? Il est, je dirais, double. Le premier, c'est d'en faire finalement une zone annexée à la pharmacie qui va lui permettre de déporter toute sa logistique, tout son administratif, la création d'une salle de garde, d'une salle de pause, d'une salle de repos, une zone de stockage, bref, une zone administrative. Le but étant que on va pouvoir gagner en espace dans notre zone commerciale et donc finalement augmenter encore notre capacité d'accueil pour notre patientèle, augmenter également la qualité de service qu'on va pouvoir présenter à notre patientèle. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, il est plus simple. En fait, c'est finalement profiter de notre société civile pour générer de la capitalisation et puis transformer cette maison en une location classique et finalement faire de l'investissement immobilier. Un projet peut-être un peu plus neutre, mais finalement beaucoup plus simple. Le rendez-vous notaire, il a pris grosso modo 1h15 et ensuite je me suis lancé dans le début des démarches au niveau des banques, notamment en fait la collecte des différentes informations nécessaires à la demande de l'obtention de prêts. J'en ai profité également pour traiter tout ce qui est sécu mutuelle et rapidement est arrivée l'heure du repas. L'après-midi a été axé autour de, je dirais, 3-4 grandes choses. La première, c'est déjà la vérification que notre nouveau planning soit plutôt correspondant. Alors, il y a quelques temps, on a commencé à entrevoir la remodulation de notre planning. Alors, on fonctionne, nous, par 2 semaines tournantes, une semaine A et une semaine B. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois? Tout simplement, on a une évolution au niveau de notre activité commerciale. On a également embauché une nouvelle préparatrice. On a,
un nouveau médecin également qui est arrivé et qui prend la suite d'un autre médecin qui est parti, mais qui a des horaires qui sont différents. Bref, on s'est appuyé sur cette dynamique pour changer notre planning. Alors on le fait nous d'une manière relativement collaborative, c'est-à-dire que on évoque les besoins de la pharmacie, on fait le point également par rapport à l'évolution des facteurs de commercialité, on regarde la fréquentation horaire, comment elle a évolué par rapport au dernier planning, voir un petit peu les tranches où il y a le plus de patients et factuellement voir si notre organisation en termes de personnes est correspondante par rapport à ces pics de fréquentation. Et puis on réadapte, on en profite également pour demander les désirs de nos collègues et puis essayer de trouver un mix entre les besoins de notre société, donc c'est-à-dire répondre au service des patients et puis les besoins de nos collaborateurs de façon à ce qu'ils puissent évoluer dans un milieu professionnel qui les convienne. C'est pas évident, ça demande du temps, ça demande aussi, je dirais, un peu d'adaptation et puis une certaine notion de compromis. Et au final, on réussit à trouver un mix qui est plutôt assez pertinent. Alors nous, on va jouer sur différents items, on va jouer sur notre masse salariale fixe, les 35 heures. On joue également sur nos apprentis qui commencent à prendre véritablement leur place au sein de notre structure. Samilia, Manon qui commence à bien maîtriser le back-office et qui commence à devenir des forces vives pour tout ce qui est gestion logistique en arrière, pas encore sur le front office, mais bientôt, ça viendra. Et puis, jouer également sur la présence de nos étudiants en pharmacie qui sont là de temps en temps pour faire des relais dans nos équipes en cas de besoin. Et puis aussi jouer sur la présence, à partir du mois de janvier, d'un étudiant de 6e année au sein de notre structure. Bref, tout ça, ça nous permet de construire un planning qui soit cohérent par rapport à nos missions, par rapport à nos impératifs, par rapport à la fréquentation de notre structure. On a également finalisé, on va dire 80% des vacances jusqu'à l'été 2026. Alors tu peux penser que c'est énorme en termes de délai. Ceci étant, on part du principe qu'il vaut mieux anticiper les besoins que de les subir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait on demande à tout le monde de présenter le plus tôt possible leurs vœux jusqu'aux vacances de l'année 2026. Le but, c'est que ça ne soit pas figé, par contre, c'est qu'on puisse avoir une trame, je dirais, d'évolution, de propositions, de création, sur lesquelles s'organiser. Alors, sur les vacances de décembre, c'est un petit peu tard, bien évidemment. Par contre, et là on parle vraiment de quelque chose d'important dans l'imaginaire salarial collectif, c'est les vacances d'été. Et voilà, dans un milieu entrepreneurial, tu as des collaborateurs qui ont des conjoints et qui ont également leurs propres impératifs. Et donc l'idée, lorsqu'on travaille à quasiment 9 mois d'avance, c'est d'essayer de trouver un rapport équitable entre les besoins de tes collaborateurs, ce que tu peux leur fournir comme délai, comme temps, et puis également leur laisser la possibilité de voir avec leurs conjoints pour que eux-mêmes aménagent leur planning de vacances avec nos besoins en pharmacie. Trop souvent, lorsque tu es en pharmacie, tu es amené à gérer finalement les vacances d'été un peu à la va-vite, en mode dernier item, on va dire. Et tu te retrouves avec des salariés qui ont un conjoint qui a déjà posé ses vacances dans des structures qui parfois sont moins souples. Et finalement, travailler avec 9 mois d'anticipation, ça permet à tout à chacun de s'organiser. Pourquoi ça devrait être ta structure qui devrait faire l'effort, plus que d'autres structures dans lesquelles se trouvent des conjoints? C'est pas une question de rapport de force, c'est juste une question d'équilibre. Et pour générer un équilibre, pour créer un équilibre, pour moi, il faut du temps. Et ce temps, c'est pas loin de 9 mois pour être souple. Après, il est pertinent en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, de t'aménager des plans B, des au cas où, des fenêtres de tir, et puis aussi essayer de créer un espèce de pacte moral, je dirais, où toi, en tant qu'entrepreneur, tu donnes de la souplesse, de la flexibilité à tes salariés. Par contre, tu demandes à ceux qui posent leurs vacances et à ceux qui restent de trouver là encore un équilibre au sein de ta boîte, c'est-à-dire que si jamais tu demandes à des salariés
présents, qui ne partent pas en vacances pendant que d'autres partent en vacances, de faire un peu plus d'heures, il faut que tout le monde joue le jeu, il faut que tout le monde accepte. Voilà, ça fait partie du deal, en tout cas à mon sens, ça fait partie du deal, parce que très clairement, en tant qu'entrepreneur, tu as aussi une possibilité, c'est d'imposer des vacances, de dire, voilà, la pharmacie, vous partez telle période en vacances, ou fonctionnez par des cycles tournants, ou par exemple sur une équipe de 8 personnes, 4 partent au mois de juillet, une année, 4 partent au mois d'août, et l'année d'après, il y a un turnover. Bref, tu as la possibilité d'imposer. Si tu ne veux pas rentrer dans le fait d'imposer, si tu veux finalement lancer le dialogue, l'échange, le collectif, pour ça, il faut aussi que tout le monde joue le jeu et bref, que tout le monde y mette un petit peu du soin. Finalement, un peu comme dans un couple où le compromis est le maître mot de la réussite. Voilà donc pour cette journée du lundi, donc accès comptoir, administratif, développement avec le notaire. En ce qui concerne le mardi, dépôt des enfants, le marché pour faire un peu de social et puis remplir un petit peu le frigo aussi. J'ai continué à réaliser le dossier bancaire pour l'obtention du prêt. Alors comment je réalise un dossier bancaire pour la souscription d'un prêt bancaire et notamment pour de l'immobilier? Alors, moi, du moins avec mon collègue Marco, on le fait sous l'utilisation de notre société civile immobilière, celle qui gère finalement l'allocation également de notre bien de la pharmacie du Maine-Noir, là où on est locataire. Finalement, on est locataire de nous en tant que propriétaire, et ça va fonctionner de la même manière pour cette maison. Du coup, en fait, un dossier bancaire va se composer, je dirais, de 3 grandes parties. Il y a tout d'abord la présentation des personnes qui investissent, donc présentation personnelle, tes fichiers bancaires, tes déclarations de revenus, ton impôt, tes biens éventuellement immobiliers, tes comptes courants, bref, une véritable mise à nu de ton patrimoine, de façon à rassurer les banques, parce que tu vas devenir caution forcément dans cet investissement. Donc du coup, en fait, il faut qu'il y ait des garanties derrière. Donc ils demandent une mise à nu de ces informations. Il y a également une présentation de toi en tant qu'investisseur. Quel est ton projet? Pourquoi tu te lances dans ce type d'investissement? C'est important. La banque a besoin de savoir qui tu es, pourquoi tu le fais. Il faut savoir que c'est pas ton banquier professionnel, c'est pas ton chargé pro qui va valider le dossier. C'est souvent en fait des commissions d'attribution. Ton chargé pro va te défendre en même temps qu'il va transmettre le dossier, mais pour qu'il te défende, il faut que tu lui donnes des informations. Et finalement, en fait, les informations que tu vas lui transmettre, il va les reporter, mais rien ne vaut mieux que l'écrit qui sera transmis dans le dossier sur ces commissions d'attribution de prêt. Donc ça, c'est la première partie, la présentation personnelle, on va dire. Bien évidemment, ils vont te demander bien souvent une fiche patrimoniale dynamique, c'est-à-dire une fiche dans laquelle tu vas mettre l'ensemble de ton patrimoine. Ils vont te demander également quelques renseignements sur ta vie personnelle, tes enfants, ta femme. Alors, moi, je me suis toujours borné à un truc. J'essaye de donner un maximum d'informations pertinentes au projet. Ils ont besoin de savoir nos revenus, notre solidité bancaire, financière, entrepreneuriale. Donc, du coup, je transmets l'ensemble des éléments. Les bilans, par exemple, de notre société, de notre pharmacie. Les bilans, par exemple, de nos différents investissements. Les bilans de notre SCI, les bilans de notre SPFPL, de notre holding. Par contre, dès que ça commence à toucher à du perso, et donc pour le coup, en fait, comme je suis en séparation de biens avec ma femme, il n'y a pas de rapport, et dès qu'il me demande des informations sur ma vie personnelle, donc par exemple les revenus de ma femme, là c'est un non, parce que c'est de l'information personnelle qui n'a aucun intérêt dans un investissement que je réalise à titre professionnel. La banque est toujours très intéressée pour collecter un maximum d'informations qui lui servent ou qui ne lui servent pas, mais qui alimentent une base de données. Alors moi, je suis très protecteur sur mes informations. Une information, ça a de la valeur, il faut savoir l'utiliser au bon moment.
Et finalement, si tu la distribues un peu trop généreusement, je dirais que la valeur de cette information a la tendance à se dégrader. Donc, protège tes informations, établis bien ta ligne de conduite, ce que tu veux transmettre, et surtout, en fait, ce qui est nécessaire dans l'élaboration de ce projet. Donc ça, premier item, la partie personnelle. Il y a la présentation du bien en lui-même. Donc la présentation du bien en lui-même, lorsque tu veux réaliser du locatif, c'est une fiche de synthèse de ce bien, une fiche, un déroulé de présentation de ce bien, les diagnostics également. Tu vas devoir également transmettre le compromis de cession que tu as réalisé chez le notaire. Tu vas devoir également transmettre une valeur locative, ça c'est important. Donc ça c'est pour la présentation du bien en lui-même. Rien ne t'empêche de faire une petite synthèse de tout ça autour d'un document commun. Et puis le troisième point, lorsque tu investis en société civile, c'est la présentation tout simplement de ta société civile. Quelle est son origine, quelle est son histoire, ses différents bilans, et pourquoi tu vas utiliser ta société civile. Bref, des informations propres à la logistique de ta société civile. C'est un document qui est relativement lourd, souvent il demande des pièces complémentaires. Alors moi j'ai pris l'habitude de fonctionner en 2 étapes. La première c'est de collecter un maximum d'informations, de toutes les réunir dans un seul et même dossier, de créer un dossier unique avec les 3 chapitres, présentation personnelle, présentation du projet, présentation de la société. Un document unique sous la forme d'un PDF, un PDF relativement lourd qui va faire grosso modo 90 voire même 100 pages de documents. Ça c'est pour moi, je le garde, je le transmets, j'en transfère un lien Dropbox à la banque pour qu'ils puissent avoir le fichier unique. Moi je le conserve, c'est dans mes archives pour savoir très exactement ce que j'ai transmis à la banque et puis finalement me faire un petit historique. Et puis les banques, elles ont besoin de fichiers uniques à transmettre à leur commission d'engagement. Et donc du coup, tous les éléments que j'ai utilisés pour créer mon dossier, je les envoie par plusieurs mails ou sur des coffres-forts de banque avec des dénominations très claires, très utilisables, de façon à faciliter le travail de mon chargé pro. Garde bien en tête que si tu facilites le travail de ton chargé pro, forcément, le dossier sera mieux défendu parce que finalement, tu ne mettras moins dans la difficulté ton chargé pro pour défendre correctement ton dossier. Tu montreras également ta pertinence en tant que chef d'entreprise, ton intelligence, tes process, et ça, c'est plutôt rassurant pour une banque. Voilà donc pour cette petite partie immobilière. J'en ai profité également sur cette journée du mardi, au-delà de tout ce qui est comptoir, etc., de remplir les fiches d'évaluation pour nos 2 apprentis Dust, pour Manon et pour Samilia. On arrive à la fin de cette première période, et donc du coup, il y a une petite évaluation qui est réalisée sur l'intégration, sur les capacités d'apprentissage, sur le niveau de connaissance de mes apprentis. Donc j'ai renvoyé tout ça à l'IFA et à la fac pour validation. J'en ai profité également pour me positionner, pour participer avec l'IFA et la fac aux oraux de Dust de première année. J'ai également été en relation avec Adilis pour valider l'ensemble des formations que l'on va réaliser ensemble durant l'année 2026 et la fin de l'année 2025. Donc, pour résumer, 2026 va se tourner autour de 2 grandes formations. Un premier semestre orienté sur la micronutrition et la création d'une formation autour de la micronutrition. Le deuxième semestre va être, quant à lui, orienté sur la réalisation de micro-formations sur comment déléguer en pharmacie, à qui déléguer et à quel moment déléguer, et surtout comment contrôler que lorsque tu as délégué une mission, elle est correctement faite. Bref, sur le principe de la délégation, il y aura grosso modo une trentaine de micro-fiches, de micro-formations d'1 heure, 15 à destination de l'équipe des pharmaciens et des préparateurs. Le but finalement c'est de voir les différentes missions qu'on peut leur fournir, la logique un peu économique de la pharmacie, et 15 autres micro-formations à destination du titulaire, parce que
Comme tu le sais, si tu suis régulièrement ces vidéos, bien souvent les pharmaciens, on a une formation scientifique, un peu de management, mais finalement on a été très peu préparé à la gestion d'équipe, à l'encadrement. Et finalement, apprendre à déléguer, c'est une compétence à part entière et qu'il est nécessaire de développer. J'en ai profité également pour faire un petit peu d'ordonnance avec Cédric, notre, on va dire, pharmacien, diplômé d'industrie qui souhaite réaliser une reconversion. Alors, c'est très particulier parce que Cédric, donc, il est diplômé pharmacien, mais il a très peu pratiqué l'officine. Il en a fait un petit peu quand il était étudiant. Et force est de constater que le retour dans le milieu officinal est compliqué pour lui. Il n'a pas de process, il n'a pas de manière d'aborder les ordonnances. Il les perçoit, il les présente d'une manière très académique, on va dire. Et finalement, il a un peu oublié que, au-delà de l'aspect scientifique, un pharmacien, c'est aussi un homme de communication et qui doit savoir adapter son discours et, je dirais, son niveau de connaissance à la patientèle qu'il a en face de lui. Et donc, du coup, le gros du travail, parce que Cédric, je pense qu'il a les connaissances, il n'y a pas de problème, c'est la manière surtout de les présenter et comment les organiser dans sa tête avant de les présenter. Et c'est ça, finalement, le gros challenge de la formation de Cédric. C'est de remettre à niveau ses connaissances, mais surtout, et ça, c'est pas évident, d'apprendre à les transmettre correctement à nos patients. Et donc, régulièrement, je vais essayer de faire avec lui des ordonnances, des mises en situation. Je vais le mettre forcément dans des situations compliquées. Je vais essayer de lui transmettre un certain nombre de responsabilités, quitte parfois un peu à le pousser dans ses retranchements, de façon à ce qu'il se mette dans une situation d'inconfort. Souvent, moi je le dis, un bon professionnel, c'est quelqu'un qui finalement est relativement confortable dans l'inconfort. Et finalement, pour être confortable dans l'inconfort, il faut être régulièrement soumis à l'inconfort. Voilà donc pour cette journée du mardi. Mercredi matin, pour moi, c'est off, mais ça ne l'a pas été tant que ça. J'avais pas mal de choses à faire. Je suis en train de développer un site internet correspondant à ma chaîne YouTube du Pharmapreneur. Bientôt, je t'en ferai la présentation. J'ai été également en relation très régulière avec la BNP dans le cadre de la transmission du dossier bancaire pour l'achat de la maison. Quand je dis très régulièrement, c'est quasiment 4-5 fois dans cette matinée. Alors, il y a de l'échange, c'est sûr. Il y a de la communication, il y a de la présentation de projets, et puis il y a aussi parfois des petites montées en tension sur certains éléments que la banque veut, ou en fait, certaines caractéristiques de la banque. J'en veux pour preuve, par exemple, la BNP, qui n'a toujours pas mis en place un système de coffre de dépôt de pièces. Et donc, du coup, je suis obligé de transmettre mail par mail, dans la limite des 10 mégaoctets, toutes les pièces nécessaires au dossier. Ce qui factuellement est relativement lourd, ce qui pour ma chargée pro est absolument inconfortable, parce que du coup, il n'y a rien de pire que de dire « Ah bah tiens, je vous l'ai envoyé dans le 3e mail que je vous ai envoyé à 10h15, bah attendez, je comprends pas. Moi j'ai reçu un mail à 10h14, j'en ai reçu un autre à 10h18, je trouve pas les pièces. » Bref, c'est compliqué. La BNP n'a toujours pas mis ça en place. Je trouve ça assez fou parce que finalement, on paye des frais bancaires, on paye des commissions sur la gestion de nos comptes. Et la BNP ne fait pas l'effort de se mettre à jour. Et dans un moment où on parle de dématérialisation, de digitalisation, je trouve que le système bancaire est relativement archaïque, d'autant qu'il n'est pas uniforme. On l'a vu, d'autres banques, par exemple le Crédit Agricole, par exemple le LCL, ont d'ores et déjà des systèmes qui sont bien plus pertinents, bien plus efficaces. Et puis, ce que je trouve terrible, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'un chargé pro, qui est quand même amené à discuter avec des professionnels de plus ou moins grande taille, on va dire, les boîtes, n'est pas les mêmes outils que les commissions d'engagement, par exemple, factuellement. Ma chargée pro m'a annoncé que les commissions d'engagement sur l'île, lorsqu'elles traitent en direct avec des professionnels, ont, elles, accès à des coffres forts,
tandis qu'elle, au niveau local, ne peut pas avoir d'accès à des coffres-forts numérisés pour la transmission des pièces, ce qui est absolument un non-sens. Mercredi matin, j'en ai également profité pour me mettre en relation avec Monsieur Barolier, qui fait partie de l'association Normandie Business Angel. Tu le sais, depuis quelques temps, moi je cherche à élargir mon niveau de compétence et mon niveau de connaissance dans des secteurs autres que le milieu pharmaceutique. Je cherche à comprendre comment ça fonctionne, je cherche à apporter ma touche, ma perception dans des domaines économiques, entrepreneuriaux que je ne maîtrise pas encore. Bref, je cherche à accroître ma connaissance en me mettant finalement dans une sorte d'inconfort pour être confortable dans l'inconfort. Voilà, donc un échange d'1 heure pour me présenter un petit peu comment fonctionne Normandie Business Angel, voir comment ils fonctionnent, ce qu'ils demandent à leurs adhérents, ce qu'on apporte également, quelle est notre fonction, quelle est notre action dans ce partenariat, dans ce soutien financier à des startups en développement. Mercredi après-midi, j'avais plusieurs rendez-vous, dont un rendez-vous avec le CGP de Cap Finance, le conseiller en gestion de patrimoine. Rendez-vous qui a duré grosso modo 40 minutes. Personnage très agréable, aucun problème, il n'y a pas de problème. Là-dessus, juste un gros point d'interrogation sur l'utilité de ce genre de choses. Tu le verras, si tu es chef d'entreprise, tu seras régulièrement sollicité par des conseillers en gestion de patrimoine. Tu as un certain patrimoine, tu as certains revenus, ça les intéresse, eux, de capter ça. Bon, voilà, factuellement, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Personnellement, je trouve pas qu'ils apportent grand-chose. Si tu es intéressé par l'économie, si tu es intéressé par le monde qui t'entoure, je pense que tu peux faire aussi bien qu'eux, et à moindre frais, je t'invite à lire, à t'informer, à comprendre ce que c'est que les actions, quels sont les dividendes, qu'est-ce que c'est que des dividendes, comment ça fonctionne, l'investissement dans des blue chips, qu'est-ce que c'est que un PEA ou un compte titre, quels en sont ses avantages. Et honnêtement, si tu commences un petit peu à maîtriser le système, tu te rendras vite compte que toi-même, tu es capable de générer au moins autant de rendement qu'un CGP sans les frais qui y sont associés. Voilà pour mon petit tacle sur l'intérêt d'un CGP dans nos milieux. J'avais également rendez-vous avec Madame Moulard pour parler de mes apprentis Dust. Tu le sais, j'ai envoyé les fiches d'évaluation. Là, Madame Moulard a fait un peu le point sur le savoir-être finalement de mes apprentis, des choses qu'on ne peut pas retranscrire sur un simple tableau. Faire l'échange, faire le point en fait sur où se situent Manon et Samilia dans leur formation, si elles commencent à bien maîtriser le back-off, si elles ont commencé un petit peu à utiliser le logiciel de gestion officinale, si elles font de la facturation, bref, où elles en sont. Ce sont des rendez-vous qui prennent grosso modo une demi-heure. Ça permet à moi, en tant que chef d'entreprise, de parler de mes apprentis, de faire le point sur elles et avec elles. Ça permet également à Madame Moulard de prendre un temps posé avec les apprentis pour savoir comment ça se passe dans leur entreprise, savoir s'il y a des points de friction, savoir si tout se passe correctement dans l'évolution de leur formation. Bref, dépister et dénicher les loups cachés qu'il pourrait y avoir dans le cursus de formation. Mon collègue Marc-Antoine m'a également transmis un certain nombre de factures à pointer. Alors généralement, il fait ça tous les 15 jours, 3 semaines, avec plus ou moins d'importance. Pas mal de pointage de factures à réaliser. Alors, ça commence à devenir relativement fluide. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça s'intègre de mieux en mieux dans nos logiciels. Et puis, nos apprentis là, commencent à vraiment bien réceptionner. Donc, il y a un petit peu moins d'erreurs que par rapport à la période du mois de septembre. La journée du jeudi, on a réalisé un rendez-vous avec Camille. Camille, c'est notre ancienne apprentie que l'on va, du moins qu'on a maintenant, embauché en CDI. On l'a pris en CDD pour voir un petit peu comment ça se passait, puis voir tout simplement un petit peu l'évolution économique de la pharmacie. On a pris 30-40 minutes pour faire le point, pour l'écouter aussi, pour voir un petit peu
quelles étaient, si on répondait à ses attentes, savoir si on pouvait mieux répondre à ses attentes, savoir également quelles étaient ses aspirations en termes de gestion de labo, en termes d'organisation de l'équipe, comment la positionner, qu'est-ce qu'on attendait d'elle maintenant qu'elle était en CDI. Et donc, on va véritablement rentrer dans le vif du sujet, on va dire. J'en ai profité également pour envoyer ma commande Chauvin. Alors, mon collègue Max de la pharmacie des Emburés a pris en charge la gestion de l'intégralité de mes périmés du laboratoire Chauvin. Et donc, je lui ai envoyé une commande compensatrice pour la gestion de ces mêmes périmés. J'ai envoyé également une commande Biocinex pour mon collègue Nono de la pharmacie de Riz, donc c'est tout ce qui est Biocodex, pardon, c'est tout ce qui est ultra levure, Saforel, etc. Donc ça, c'est de la rétrocession. Le but, clôturer le marché pour l'année 2025 et 3 à 4 mois de commande pour ouvrir le marché 2026. J'ai réceptionné également les commandes de réassort d'Hélène et de Max concernant l'ouverture des marchés solaires avec La Roche-Posay et avec CeraVe. J'attends maintenant le retour de la part d'Alexis pour sa commande La Roche-Posay et CeraVe. J'ai été en contact avec le groupement unique qui ont voulu fixer un rendez-vous. Alors, initialement, le groupement unique voulait organiser un repas pour échanger sur Unique, voir un petit peu où on se situait. Alors là-dessus, moi j'ai une vision, une perception qui m'est particulière, je dirais, c'est que j'évite, dans la mesure du possible, de mélanger business et plaisir. Je trouve ça très agréable de me proposer d'aller manger au restaurant. Voilà, ça c'est... Je vous remercie, tous ceux qui le font. Par contre, lorsqu'il s'agit de discuter business, je préfère le faire au sein de la pharmacie, autour d'une table. On est plus productif, on perd moins de temps finalement, on est plus efficace, tout simplement. Et puis, si le deal se fait, si tout se passe bien, oui, ok, pas de problème, on peut se retrouver autour d'une table, plus pour discuter business, en tout cas plus pour valider du business, mais plus pour échanger autour du business, mais d'une manière un peu générale. J'ai pris également rendez-vous avec Teva, toujours dans le cadre de notre négociation sur les partenariats génériques pour l'année 2026. Et mon collègue de la pharmacie de Saint-Jacques a convenu d'un rendez-vous avec le laboratoire Zentiva, toujours et également dans le cadre de cette négociation pour les partenariats génériques. Peut-être numéro 1, très certainement dans le cadre d'un numéro 2. Voilà donc pour cette semaine qui se clôture pour moi vendredi après-midi. À partir de samedi soir minuit, je serai sur les rangs de la Saint-Élion où je vais crapahuter pendant quasiment 83 km grosso modo. M'éclater un peu les jambes et puis finaliser finalement cette année de trail. Et puis après, pour moi, ça sera une grosse période de repos, en tout cas au niveau sportif. Mais bon, de notre côté, on va enchaîner avec toutes les ouvertures et finalisations de marché au niveau pharmaceutique pour l'année 2025-2026. Bref, le temps que je consacrerai au sport sur la fin du mois de décembre va être énormément accaparé par l'activité entrepreneuriale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du quotidien d'un pharmacien. Si tu as des commentaires, si tu as des questions, si tu veux évoquer certains sujets, n'hésite pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. Je te dis à très bientôt, pense à t'abonner, un petit pouce bleu pour liker la vidéo, ça me fera plaisir. Je te dis à la semaine prochaine pour toujours plus d'informations sur l'entrepreneuriat en pharmacie. Et tout ça, ça se passe sur le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. À très bientôt.